Après avoir gagné le pari de l'inscription des sites des lacs Ounianga sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, le Tchad engage une autre action d'envergure. Il s'agit d'étudier les possibilités de mise en valeur des sites des lacs et mener des recherches complémentaires. C'est dans cette optique que le directeur général de l'Office tchadien du tourisme, Mahamoud Younous, et ses proches collaborateurs et le président du comité scientifique chargé de la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO au Tchad, Dr Baba Malay, se sont rendus à nouveau sur le site des lacs Ounianga. Eu égard à l'importance de cette mission, l'équipe tchadienne bénéficie du renfort du chercheur allemand Stefan Kroplen et 3 journalistes. Catherine, Yuan et Chad travaillent pour des revues scientifiques françaises, allemandes et canadiennes. Leur mission ici est de couvrir les différentes activités de recherche qui seront menées. De l'aéroport, la délégation s'est rendue chez le gouverneur de la région. Question pour elle d'accomplir les formalités de départ pour les sites des lacs Ounianga, situés à 300 km de la ville de Faya-Largeau. Après cette brève visite, le convoi prend la route. Sur le chemin, des arrêts s'imposent à partir d'une centaine de kilomètres. Les chercheurs commencent alors le travail. Des échantillons de diatomites sont prélevés au fur et à mesure. Après plusieurs heures de route, la localité d'Ounianga se présente à l'horizon. Les sites des lacs Ounianga comprennent au total 18 lacs interconnectés en plein Sahara dans la région de l'Enedi. Il s'agit d'un vaste complexe de lacs dont la superficie est estimée à 62 808 hectares. Les lacs Ounianga se trouvent dans un environnement hyper aride et offrent un paysage naturel exceptionnel qui doit sa beauté à la variété de formes et de couleurs. Les lacs salés, hyper salés ou d'eau douce sont alimentés par des eaux souterraines et se divisent en 2 groupes séparés par une quarantaine de kilomètres. D'abord, Ounianga Kébir comprend 4 lacs, dont le plus grand, le lac Yuan, s'étend sur 358 hectares avec une profondeur de 27 mètres. Ces eaux salées ne recèlent que des algues et quelques micro-organismes. Ensuite, Ounianga Serir avec ses 18 lacs séparés par des dunes de sable, des roseaux flottants qui couvrent presque la moitié de ces lacs atténuent l'évaporation. Avec 436 hectares, le lac Téli est le plus vaste de ce groupe, mais sa profondeur ne dépasse pas 10 mètres. Il est secondé par le lac Boku qui a une profondeur d'environ 20 mètres. Grâce à la bonne qualité de leurs eaux douces, certains de ces lacs abritent une riche faune aquatique, notamment des poissons. À en croire la population riveraine, ces lacs ont des vertus thérapeutiques. C'est pourquoi certains visiteurs y passent leur temps pour se purifier. Au-delà de son aspect thérapeutique, ces lacs procurent également des sels très prisés par la population. Pour les chercheurs, les lacs Ounianga ont une origine très lointaine et sont atypiques. On sait aujourd'hui exactement que les lacs existent il y a de cela 11 000 ans. Il y a 11 000 ans, il y a eu de fortes pluies qui étaient tombées dans cette région. Et ces eaux que vous voyez, ça ce sont des eaux fossiles qui étaient tombées il y a 11 000 ans, 10 à 11 000 ans. Et ce sont ces eaux-là qui continuent encore à alimenter ces lacs. Et là, je voudrais profiter pour vous dire que l'inscription de ces lacs est d'autant plus importante sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, car cela permettra de préserver et de conserver durablement ces lacs. Sinon, quand on voit la forte évaporation d'eau, environ 7 mètres de hauteur d'eau qui s'évapore, quand on connaît les dimensions, nous avons plus de 50 millions de mètres cubes qui s'évaporent par an. Donc il faut faire tout pour préserver et conserver ces lacs, d'où l'inscription de ces lacs sur la liste du patrimoine mondial. Quand on parle des déserts, il n'y a pas que des déserts chauds comme les nôtres. Il y a des déserts froids, par exemple l'Antarctique. Il y a des déserts à saison chaude et froide, par exemple le désert de Gobi en Asie centrale. Et les eaux de surface dans les déserts, il y en a un peu partout. Au Niger, en Libye, en Namibie, au Chili, Pérou, en Mongolie, en Chine, un peu partout. En Australie, vous avez des eaux de surface qu'on appelle lacs dans les déserts. Mais comme vous dites, en quoi nos lacs diffèrent des autres, c'est qu'à partir de nos lacs, nous avons pu établir une archive paléoclimatologique, au risque de me répéter, la plus complète et la plus détaillée aujourd'hui que nous connaissons.
Et mieux, avec ces données, on peut faire des modélisations mathématiques et comprendre à l'avenir comment le climat peut changer tant au niveau zonal qu'au niveau mondial. C'est très important. Bien sûr, ce lac il est unique sur Terre. C'est le plus grand volume d'eau qui existe dans le Sahara propre et qui existe malgré une évaporation d'un record mondial. Ça veut dire qu'il n'y a un autre site sur Terre. Et comme ça, c'est une merveille naturelle d'avoir une surface d'eau de presque 4 km² ici, dans une région où il ne pleut pas du tout depuis des millénaires. Et ça, c'est la spécialité qui était aussi reconnue par l'UNESCO pour que le site ait été déclaré le premier site du patrimoine mondial du Tchad. C'est dans ces différents lacs, notamment le lac Youan, Téli, Bokou, Moutrov ainsi que dans les collines de Berikoli que Dr Baba Malay et Stéphane Kroplen mènent leurs activités. Il s'agit pour eux de prélever les diatomites et d'en extraire des carottes sédimentaires. Ces échantillons et bien d'autres collectés ailleurs permettront de faire des analyses biogéochimiques, minéralogiques, isotopiques et granulométriques à l'université de Cologne en Allemagne. Quand nous avons inscrit les lacs du Nyanga sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet 2012, les scientifiques ont trouvé que les données que nous avons produites sont très importantes et ils nous ont recommandé de continuer les études paléoclimatologiques. Et aujourd'hui, nous prélevons des échantillons de diatomites et des carottes sédimentaires pour comprendre davantage comment le niveau des lacs a changé pendant les différentes périodes. C'est très important pour nous pour savoir ça. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que l'eau a augmenté par rapport au dispositif que nous avons mis en place pour observer la variation des eaux. Et de l'autre côté, nous avons besoin de ces carottes sédimentaires pour compléter cette archive paléoclimatologique la plus complète et la plus détaillée connue au jour d'aujourd'hui que nous disposons. On a pris des enlèvements d'échantillons, les deux, ça veut dire au fond du lac. Ça, on a fait en printemps 2010, quand on a fait un carottage de 16 mètres dans les dépôts au fond du lac qui se trouvent à 25 mètres au-dessous du niveau actuel. Ça veut dire qu'il fallait prendre des échantillons dans une profondeur de plus que 40 mètres. Et maintenant aussi, j'ai pris des prélèvements qui se trouvent beaucoup plus haut, ça veut dire pas sous l'eau, mais au sommet de la colline. Oui, les analyses, ils sont très difficiles, ils coûtent beaucoup d'argent, ils demandent beaucoup de personnel spécialisé et les analyses qui durent des années des fois. Il faut s'imaginer que rien que dans la carotte du lac Youan qu'on a pris il y a 2 ans, ou déjà presque 3 ans, qu'il y a à peu près 20 000 couches d'un 2 mm et dans chacune de ces couches, on peut faire des dizaines, des analyses différentes qui demandent des spécialistes qui travaillent pendant des années pour les interpréter. Et bien sûr, c'est très coûteux parce qu'il faut créer des postes pour les spécialistes qui alors travaillent pendant des années pour savoir, par exemple, les pollens qui sont tombés de la végétation des arbres ici et plus au nord du lac Youan pour savoir quelle végétation il y avait dans les 11 000 ans passés, comment le Tchad, c'est l'évolution du Tchad septentrional et d'ailleurs aussi toute l'histoire du Sahara oriental. Parce que comme on trouve aussi la poussière ou des pollens ou des autres indicateurs en provenance de la Méditerranée, de l'Égypte, du nord du Soudan, on peut en même temps aussi raconter l'histoire des environnements, l'histoire de l'évolution naturelle du climat ainsi que l'évolution culturelle, même pour la région de l'Égypte pendant l'ère pharaonique.
disons, un budget qui permet de faire les travaux principaux, mais bien sûr, c'est ce qu'on pourrait faire avec ça. Ça demanderait beaucoup plus de postes, plus d'argent, plus de temps dans les labos, plus de frais pour les datations, et ça, c'est pratiquement illimité. On pourrait employer 50 chercheurs à temps complet, en temps permanent pendant les années pour arriver, pour avoir les résultats que j'aimerais avoir. Bien sûr, il faut toujours se contenter et depuis, voilà, on a commencé les travaux ici il y a plus que 10 ans. On fait ce qu'on peut et on a déjà un tas de résultats qui sont très intéressants et qui ont fait la une des 2 journaux les plus connus sur Terre. Et il y a un intérêt extrême dans cette carotte et les données d'Unyanga parce que c'est sûr que les dépôts du lac Yohan à Unyanga-Kebia sont les meilleurs pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Sahara, mais pour toute l'Afrique et même sur toute la Terre. Il y a peut-être 5 autres sites qui on pourrait comparer. Et comme ça, l'importance scientifique pour la recherche est assez unique sur le continent africain. Le gouvernement accorde une importance capitale à l'inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pars d'abord parler de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, je l'ai dit, qui à un moment a mis même à notre disposition son avion personnel pour faire les déplacements avec les experts de l'Union internationale pour la conservation de la nature pour venir à Faya et de Faya prendre nos véhicules jusqu'à Unyanga-Kebir, Unyanga-Seri. Les moyens nécessaires ont été mis à notre disposition par les chefs de l'État. Donc nous avons pleinement le soutien du chef de l'État, le soutien du Premier ministre, chef de gouvernement, le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur. Le système hydraulique des lacs d'Unyanga fonctionne et le niveau d'eau des lacs est constant, excepté une petite variation saisonnière. Et grâce à l'alimentation des eaux souterraines, l'évaporation est continuellement compensée. Encore une particularité des sites des lacs Unyanga. C'est une merveille naturelle qu'au centre du Sahara tchadien, on peut nager dans l'eau douce. C'est ce qui est une merveille naturelle qui n'existe pas d'ailleurs au Sahara. Et ce sont plusieurs facteurs qui font que les lacs dans la périphérie, ils ne deviennent pas salins à cause d'un lac central où ils s'évaporisent tellement d'eau qu'il y a un gradient. Et ça veut dire avant que l'eau devienne salée, c'est déjà parti vers le lac central au centre. Les lacs d'Unyanga-Serir sont situés dans une cuvette. Ils sont entourés d'un paysage mythique. Dans ces milieux vivent également des animaux sauvages à l'image de ces chacals. L'UNESCO nous a déjà aidés en mettant à notre disposition certains consultants qui nous ont appuyés. Mais ensuite, ce qu'il faut dire par rapport à ces moyens qu'il faut mettre, c'est d'abord au gouvernement tchadien de donner le bon exemple, de mettre les moyens, pour comprendre aux autres institutions internationales que voilà, nous sommes fiers d'avoir un site qui est unique au monde et nous allons le mettre en valeur et attirer les touristes chez nous. En faisant ça, c'est sûr qu'il y aura d'autres donateurs, ça c'est sûr et certain. Les gens vont venir pour accompagner l'État tchadien dans les infrastructures qui doivent être mises en place pour rendre tout agréable et préserver et conserver durablement ces lacs. Les sites des lacs Unyanga disposent déjà d'un plan de gestion.
Des ressources adéquates et le personnel nécessaire à sa mise en œuvre et le suivi sont déjà disponibles. J'ai eu à participer à la réunion du comité national scientifique interministériel et pluridisciplinaire dont je suis membre. Et ce comité doit déposer avant février 2014 ce qu'on appelle un plan de gestion du site des lacs de Nyanga qui sont inscrits au patrimoine mondial. Et avant d'aller à l'inscription, nous avons mis un comité local composé de 22 membres qui doit veiller donc à la gestion de ces sites. Et ce comité a déjà commencé à faire un travail même s'ils n'ont pas encore un budget à disposition. Cependant, je dois préciser que cette année 2013, le ministère de la Culture, puisque tout ce qui est patrimoine relève du ministère de la Culture, le ministère de la Culture a inscrit un budget dans la rubrique donc, patrimoine mondial et gestion des sites. Et donc, c'est cette rubrique qui a été inscrite au nom du comité de gestion doit être utilisée cette année. Et dans cette utilisation, nous avons priorisé les activités. Donc, d'abord, on va commencer à former ces gens, donc le comité local. Il faut les former dans leur mission. Deuxièmement, nous avons pensé à la gestion des déchets. Mais comme je l'ai dit, le comité a commencé un travail déjà et nous sommes en train de nettoyer les pourtours de tous les lacs. Et sur ce budget qui a été inscrit, une enveloppe assez conséquente a été consacrée aux déchets, donc à la gestion des déchets. Ensuite, nous allons aider les écoles qui sont déjà là en leur fournissant soit des livres, soit d'autres matériels didactiques pour leur permettre d'avancer. Nous avons aussi une rubrique culture maraîchère, c'est-à-dire que la population fait déjà un travail remarquable autour des lacs. Mais nous voudrions les aider, les épauler en leur achetant des matériels agricoles, en leur achetant des engrais, en leur achetant des semences, pour que leur production soit plus importante. Parce qu'un touriste qui vient de N'Djamena ou de Abéché ou de Faya ou de Paris, c'est pas normal qu'il vienne avec, par exemple, des tomates pour faire sa salade. Il faut qu'il la fasse sur place. Donc c'est un peu ça. Et plus tard, nous allons aussi faire ce qu'on appelle une aire agro-silvopastorale qui sera gérée par la population. Ce qui amènera les agences de voyage qui amènent les touristes de venir sur place, acheter tout ce qui est légumes, fruits et autres, et même du lait, pourquoi pas, du fromage, pourquoi pas. Et donc, voilà un peu ce que le comité de gestion est censé faire. Et nous, en tant qu'office, nous allons épauler ce comité. J'ai envoyé une équipe d'un cabinet d'architecture avec certains de mes collaborateurs. Ils sont venus faire des études parce qu'à chaque infrastructure correspond un terrain bien dénoué. Pour le cas du Nyanga, je crois que ça va être des campements, pour ne pas dire des infrastructures à base de matériaux locaux. Donc, on va faire peut-être dans un premier temps un campement d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de bocarous en matériaux locaux. Et plus tard, on va voir s'il faut renforcer ou s'il faut faire autre chose. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'un site inscrit, il y a des conditions à respecter. L'UNESCO ne veut pas, par exemple, qu'on fasse des infrastructures avec des matériaux durables autour du site. Et donc, nous allons dans un premier temps penser à faire des infrastructures avec des matériaux locaux. Nous ne pouvons pas, dans un premier temps, construire plusieurs infrastructures. Dans un premier temps, on va faire quelque chose soit à Ounyanga Saher, soit à Ounyanga Kabir. Mais on ne peut pas faire un campement, par exemple, ou un autre type de campement autour de chaque lac, d'autant plus qu'il y a 18 lacs quand même.
Donc vous voyez l'étendue de ces lacs. Nous allons dans un premier temps soit à Ounianga Kébir, soit à Ounianga Sakher, commencer par un premier site. Ensuite, on verra plus tard s'il y a lieu d'en ajouter ou pas. La beauté des sites des lacs demeure intacte en dépit du nombre important d'habitants autour des lacs Yohan et Téli. Les initiatives entreprises ces dernières années par la population locale ont contribué à rendre compatibles les activités humaines avec la conservation des valeurs des sites. Ces activités seront renforcées et complétées par celles prévues dans le plan de gestion. L'éducation des enfants et les activités génératrices de revenus occupent également une bonne place dans ce plan d'exploitation des sites. C'est ainsi que des réunions ont eu lieu avec les autorités traditionnelles et le comité de gestion locale. Ce sont des rencontres de sensibilisation pour la mise en œuvre de ce projet. Ici, pour bien passer le message, c'est la langue locale, le Gouran, qui est utilisée. À la faveur de l'inscription des sites des lacs Ounianga sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO, des infrastructures privées d'accueil des touristes voient le jour à Ounianga Kébir. Cette initiative louable, qui aura certainement le soutien de l'Office tchadien du tourisme, est à mettre à l'actif des ressortissants de la localité. Grâce à la politique de l'Office tchadien du tourisme, les sites touristiques attirent de plus en plus de visiteurs. Des vols aériens sont établis entre Marseille et Faya-Largeau au profit des touristes étrangers. La saison touristique est bien arrivée à terme. Nous n'avons pas eu d'incident majeur. Nous avons prévu 12 vols, la guerre au Mali, l'incident en Algérie, la prise d'otage au Cameroun. Tous ces éléments ont fait que nous avons été obligés de réduire les vols à 8. Les 8 vols se sont bien déroulés et vous étiez témoin de l'avant-dernier vol et du dernier qui s'est bien passé. Cette initiative est bien appréciée par la population locale. Je m'appelle Hassan Togo, je suis guide accompagnateur de Point Afrique. Pour nous, c'est un long terme. C'est l'ouverture du pays du Tchad au tourisme. C'est ça l'important. Ce n'est pas ce que nous gagnons aujourd'hui qu'on y verra, mais c'est ce que nous gagnerons demain, ce qui est important. Je suis Majitoyim Serge, enseignant au lycée Dolokor et d'Ounianga Kébir. Je suis très ravi de l'inscription de ces lacs sur le plan international. Donc les premières impressions sont vraiment une impression de satisfaction parce que ça va nous avantager, nous, de la localité et en même temps tout le Tchad tout entier. Les touristes se disent quant à eux très satisfaits des conditions de voyage et de leur séjour dans les sites touristiques. Venez très nombreux au Tchad. Maintenant, c'est sans risque, sans problème. L'accueil de la population est très sympathique. Donc venez nombreux dans les Nédis. Pourquoi pas dans le Tibesti et le Borkou, que je ne connais pas encore. J'ai regardé un livre de Raymond Depardon, peut-être il y a 15 ou 20 ans, sur le Tibesti. Je trouvais ça extraordinaire et destination un peu mythique. Et ça, c'est une occasion qui s'est présentée. Voilà, je viens de passer 8 jours à marcher dans les Nédis. C'est extraordinaire. Voilà. C'est la première fois, on est resté 2 semaines avec un groupe.
Et c'est un émerveillement, ça donne envie de toujours voyager, de découvrir aussi d'autres endroits du Tchad qu'on n'a pas le temps de faire, comme le Tibesti ou le Bourkou, un peu plus. Visiblement satisfaits des travaux accomplis jusqu'à là, les chercheurs et le directeur de l'Office tchadien du tourisme n'entendent pas s'arrêter là. Donc, la curiosité pour un chercheur, pour un scientifique, quand on se donne, c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Ce n'est pas le moyen matériel ou financier qu'on trouve. Donc, si aujourd'hui les Stéphane Krupplen se donnent corps et âme avec nous autres en train de travailler avec des labos et des choses comme ça, croyez-moi très sincèrement que ce n'est pas pour un besoin matériel, disons financier ou autre, mais plus scientifique, la curiosité pour l'homme de faire quelque chose et encore la satisfaction pour l'homme d'avoir fait quelque chose dans sa vie. Mais maintenant, avec ce que nous avons fait ici, c'est le premier site tchadien qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'on le veuille ou pas, des années après, on parlera de ça. Tant que le site existe, on parlera de ça. Tant que le patrimoine mondial existe, on parlera de ça et on dira qui a fait ça. Ça, c'est cette satisfaction-là qui nous amène à travailler. Je suis content d'avoir servi les Tchadiens d'abord et de faire connaître les sites tchadiens au monde entier. Ça, je suis très content. J'ai fait de ça un combat personnel. Vous savez, avec Stéphane, quand on a commencé en 1998, ces sites, personne n'y croyait. Et j'ai fait de ça un combat personnel pour y arriver. Donc je suis très fier aujourd'hui que les sites de mon pays soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je suis très fier aujourd'hui d'avoir prouvé qu'avec mon collègue Stéphane, surtout, que nous avons dans notre pays un site qui n'existe nulle part ailleurs que chez nous. Mon souhait principal, c'est de réussir ma mission. Les jours où je vais partir de l'office du tourisme, que je parte satisfait, la tête haute. La saison touristique s'est achevée par une projection de films à la Maison de la Culture de Faya Largeau. Le premier retrace le processus d'inscription des sites des lacs Ounianga sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO et le second traite de l'enlèvement au nord du Tchad de Madame Clostre par la rébellion des Hissène Habré. Ces projections sont suivies de débats. Cette séance de projection cinématographique est une initiative de l'Office tchadien du tourisme et de son partenaire français Point Afrique Voyage.